tout à fait particulière. Il n'y avait pas de maquis. Les armes de la résistance étaient d'abord la propagande, les journaux clandestins, l'action directe, individuelle contre les Allemands et, bien entendu, le sabotage, par exemple, de leurs moyens de transport. Bien entendu, il n'a pas été possible de filmer au moment où se déroulaient ces actes de résistance, les acteurs de ces actes, pour des raisons de sécurité bien compréhensibles. Aussi, en vous présentant le récit de ceux qui allaient s'insurger le 19 août 1944 contre les Allemands, vous ne disposerez, vous ne verrez que peu d'images. Mais je pense qu'en regard de l'exceptionnelle qualité des témoignages recueillis, vous nous en excusez en même temps que vous le comprendrez. Quand Hitler contemplait la capitale depuis la terrasse du palais de Chaillot, au matin du 23 juin 1940, il était loin d'imaginer que 50 mois après, jour pour jour, ses soldats capituleraient dans Paris. En entendant Pétain à la radio, la première fois, quand il a annoncé l'armistice, la pensée m'est pas venue une seconde qu'on pouvait faire autre chose que de résister tout de suite, c'est-à-dire de faire tout de suite tout ce qui était interdit. Je dois dire que dans toute la période où j'ai agi dans le cadre de la résistance, j'ai aidé sans exception tous les gens qui étaient contre les Allemands. C'était une condition sine qua non et suffisante. Il y avait ceux qui pensaient qu'il fallait de gros maquis, expédier des gens en province et qu'ils soient dans les maquis fixes. Et nous étions contre. Nous étions contre pour la simple raison qu'en face des avions, des chars et de déploiement des forces de l'ennemi, on ne pouvait utiliser que la guérilla, c'est-à-dire les petits groupes comparables à la boule de mercure, qui se forment, qui sont insaisissables, qu'on ne peut pas saisir, voilà. Les membres de notre réseau se livraient essentiellement, d'abord publier un journal, ça a été l'action de Vildé, essentiellement de Vildé, le journal Résistance. Deuxièmement, l'évasion, évasion d'anglais, et les évasions de prisonniers de guerre. Nous nous sommes tous occupés de l'évasion. Et puis alors, forcément, en faisant tout ce travail, il y avait des quantités de renseignements qui nous arrivaient dans les mains, dont nous ne savions littéralement pas quoi faire. Ce qui fait que nous avons été amenés aussi, par la force des choses, à envoyer nos informations à Londres. Le sabotage, il faut dire que c'était une chose absolument variée, à la fois organisée, puisqu'on a eu nos groupes de sabotage et de destruction organisés, et il y avait aussi des campagnes de sabotage, et il y avait également des gens qui sabotaient quand ils le pouvaient. Le type qui, dans une usine, par exemple, scie un boulon à moitié, il n'avait pas besoin de directive, il le faisait lui-même. Et la plupart des sabotages, nous ne pouvions pas les contrôler quand on essayait de recenser. Ça veut dire qu'il y avait des initiatives personnelles. Tandis que la vie à Paris était apparemment inchangée, un certain nombre de Parisiens cherchaient le moyen de faire quelque chose. Nombreux furent ceux qui agirent individuellement. Beaucoup n'étaient pas dans la clandestinité, mais ils agissaient tout de même rapidement, distribuant des feuilles dactylographiées qui révélaient des nouvelles interdites et portaient la mention à copier 20 fois et à faire circuler. L'action armée, elle était employée pas seulement par des gens qui étaient totalement clandestins. Il y avait des résistants qui pouvaient tenir encore le coup légalement, et tant qu'ils pouvaient tenir le coup légalement, on les laissait légaux, et ils ne passaient, comme on disait, dans le brouillard, que quand il n'y avait plus moyen de faire autrement. Depuis 40, il nous fallait bien des papiers pour passer à travers les rafles. Et ceux-ci sont assez significatifs, vous voyez, ils ont été montés sur des bobines de fil. Par conséquent, c'était vraiment de la fabrication artisanale. Et ça, c'était fait pour des papiers, en général, originaires de province. Pour Paris, c'était pas les meilleurs. Faire de faux papiers restait certes dangereux, mais était presque devenu chose courante. Ces papiers ont sauvé de nombreux Français, mais pour bien d'autres très actifs dans la clandestinité, cela ne suffisait pas. Comment avez-vous été appréhendé par les Allemands? Alors, moi, j'ai été arrêté à la gare de Lyon. Et j'avais rendez-vous avec un traître.
qui était un prêtre, à la gare de la Bastille. Et nous avons donc parcouru cette distance entre la gare de la Bastille et la gare de Lyon à 3. Nous étions un autre garçon qui était, lui, agent d'un groupe de l'intelligence service, le prêtre en question et moi-même. Et nous avons marché tous les trois à pied jusqu'à la gare de Lyon. Et je me souviens qu'à mi-chemin, entre la gare de la Bastille et la gare de Lyon, j'ai eu brusquement un sentiment irrationnel, un sentiment de danger. Et je me suis tournée vers le garçon de l'IS et je lui ai dit « partez immédiatement ». Et je me souviens qu'il m'a regardé avec des yeux... Et puis, non, pas du tout, au contraire, des yeux d'Épagnol breton, gentils, comme ça, puis il est parti. Et alors moi j'ai continué avec Alèche. Et arrivé à la gare de Lyon, au guichet, il devait soi-disant partir en zone libre, il m'a tendu la main. Et j'ai vu dans ses yeux une expression de jubilation qui m'a terriblement inquiétée. Je me suis dit, ce type-là est un tordu, et je ne devrais pas avoir affaire, je devrais éviter d'avoir affaire avec lui. Mais je croyais que c'était un tordu par romantisme de la résistance. Alors qu'en réalité, c'était un type qui savait ses classiques, il avait lu l'Évangile, et il se voyait dans le personnage de Judas, qu'il était d'ailleurs. Je vous ai parlé tout à l'heure des différentes actions, de la propagande, de l'action populaire dans les entreprises. Il y avait aussi l'action des femmes, on pourrait dire, pour le ravitaillement, etc. Il y avait beaucoup de formes d'action, mais il y avait aussi l'action armée. Il y avait également cette brochure là qui s'intitule Scout. Oui, on faisait des brochures de ce genre avec une couverture bidon pour passer plus facilement devant la police. Et celle-ci, elle avait trait à la fabrication et à l'utilisation des armes. Alors, vous y trouverez là-dedans le matériel allemand, le matériel américain, le matériel français et le matériel artisanal. Alors on se battait avec ces armes-là. Ah ben, vous voyez, nous avions la Sten, évidemment, les récupérations. Nous avions le 7,65 qui nous en avions récupéré dans tous les sens. Nous avions le 6,35. Et puis aussi, il faut le dire, la bataille de Paris s'est faite avec les cocktails Molotov, quoi, parce que c'est certain que ces bouteilles d'essence permanganate ont joué un rôle prépondérant. C'était quelque chose qui faisait son effet. Depuis le printemps 1943, nous avions constitué ce que l'on a appelé le Comité parisien de libération, qui était un organisme d'union de tous les mouvements de résistance. Mais on n'était pas toujours unis sur tout. Il faut reconnaître que sur un certain nombre de questions, sur l'essentiel, nous étions unis. D'ailleurs, on était unis notamment à partir du programme du Conseil national de la résistance et de la partie sur les choses à appliquer immédiatement avant la libération, c'est-à-dire sur les questions d'action, ce qui était une victoire sur l'attentisme déjà. Pour repousser les Allemands qui refluaient sur Paris, il fallait avant tout défendre les ponts. Des chefs de région, tels celui-ci, s'en occupaient. L'objectif pour les francs-tireurs et partisans de ce secteur était de barrer la route à la 8e armée qui refluait de Normandie et qui voulait, par Besançon, occuper la région nord de Paris, en passant par le pont de Besançon. Les actions furent nombreuses. Conflans-Sainte-Honorine, où le commandant Schweitzer fit de belles opérations. Le Mont Valérien qui fut occupé par nos troupes, évidemment, par les francs-tireurs et partisans. C'est peu avant la préparation de l'insurrection que Ritter a été abattu par un groupe de FTP. Ritter, c'était le chef du STO, du service du travail obligatoire en France, que sur les Champs-Élysées, sous la conduite de Joseph Epstein, un autocar d'officiers allemands a été retrouvé à quatre pattes. L'action résistante était très sensible dans les entreprises, mais ce sont les cheminots qui furent parmi les plus actifs et les plus efficaces. Ils ont subi de lourdes pertes, rien que dans la région parisienne.
Pour les premières actions, il y a eu des débrayages, il y a eu des sabotages de masse, coupage de freins, coupage de tuyaux de frein, boîte d'essieux sablées, etc. Un travail de masse, d'abord. De l'ensemble, pas de l'ensemble, mais d'une grande partie des cheminots. C'est bien la gare de Cardinet qui s'est particulièrement illustrée. Non, c'est pas particulièrement illustré, mais c'est ici que les premiers trains ont été arrêtés. Et pourquoi ont-ils été arrêtés ici? Parce que nous avions des forces ici, compte tenu du dépôt des Batignolles, qui se trouve à côté, compte tenu des ateliers de Levallois, qui groupaient à eux seuls 1 millier de cheminots, et qui se sont rendus ici sur les voies pour arrêter les trains, d'une part, et d'autre part parce que Cardinet se situe à côté de la grande gare de Saint-Lazare, qui débite des milliers et des milliers de voyageurs par jour. Dès le début de juillet 1944, il y eut une série de manifestations et d'appels divers. On préparait l'insurrection. Il y a eu une manifestation particulièrement importante, c'est la première manifestation qui a été appelée publiquement et qui a eu lieu à Belleville. On a apprécié à peu près à 20 000 personnes le nombre de participants. Mais et on a appelé publiquement. Il y avait même des gens qui croyaient que c'était une aventure. Bien sûr, on l'aurait fait un mois plus tôt, c'était une aventure. Mais le moment était choisi, il fallait le faire parce qu'il fallait aguerrir aussi les gens. Alors, la manifestation a eu lieu, encadrée pour la première fois par des FTP, l'arme apparente. Les journaux clandestins entretenaient le moral des Parisiens dans l'attente de leur libération. Tandis que l'on s'apprêtait à livrer l'ultime combat au camp de Ravensbrück, Germaine Tillon sentait que c'était pour aujourd'hui. Il y a eu un certain jour de cet été-là où je vois encore un soleil gros comme ça, au ras de l'horizon. Et je me suis dit, pour moi, c'est aujourd'hui la prise de Paris. Et ça a été quelque chose de formidable. Parce qu'au fond, c'est vrai que nous vivons tous le symbole. Paris n'est pas la France, nous le savons bien. Mais la prise de Paris a été quand même le symbole de l'effondrement français. Et la libération de Paris a été le symbole de la libération de la France.